En mars 1992, Julien Mercier, professeur d'histoire respecté au lycée de Nantes, quitte son travail un jeudi après-midi et disparaît sans laisser de traces. Sa voiture est retrouvée près de la Loire, portière déverrouillée, clé sur le contact. Aucun corps n'est jamais récupéré. L'enquête conclut à un probable suicide, mais sa famille refuse cette version. Pendant 27 ans, Claire Mercier et ses enfants vivent dans l'incertitude la plus totale, oscillant entre espoir et désespoir. En octobre 2019, des ouvriers démolissent un ancien entrepôt dans le quartier de Doulon. Dans un poron scellé depuis des décennies, ils découvrent une boîte en carton recouverte de poussière. À l'intérieur, une cassette audio portant une étiquette manuscrite, pour Claire, ne pas ouvrir avant. La voix enregistrée est celle de Julien Mercier. Cette cassette, enregistrée quelques jours avant sa disparition, contient des confessions qui vont bouleverser tout ce que la police et la famille croyaient savoir sur cette affaire. Mais comment cette cassette s'est-elle retrouvée dans cet endroit? Et surtout, qu'est-ce que Julien Mercier avait tant besoin de révéler avant de disparaître? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nantes, au début des années 90, est une ville en pleine transformation. L'ancienne cité industrielle se réinvente, ses chantiers navals ferment progressivement et la ville cherche une nouvelle identité. Le quartier de Malakoff, où habitent Julien et Claire Mercier, est un secteur résidentiel tranquille, avec ses immeubles de 3 étages et ses petits commerces de proximité. C'est un endroit où tout le monde se connaît, où les enfants jouent encore dans les rues après l'école. Julien Mercier a 35 ans en 1992. Originaire de la région, il enseigne l'histoire au lycée depuis 10 ans. Ses collègues le décrivent comme un homme méticuleux, passionné par son métier, particulièrement intéressé par la Seconde Guerre mondiale et la résistance française. Il passe ses week-ends à consulter des archives, à interviewer d'anciens résistants, à collecter des témoignages pour un livre qu'il prépare sur la résistance à Nantes. C'est un homme de routine. Il prend toujours le même café le matin au bar près du lycée. Il corrige ses copies à la bibliothèque municipale le mercredi après-midi. Il joue aux échecs le samedi avec son voisin de palier. Claire Mercier, 33 ans, travaille comme infirmière à l'hôpital municipal. C'est une femme pragmatique, organisée, qui gère le quotidien familial avec une efficacité militaire. Le couple a 2 enfants. Thomas, 12 ans, passionné de football, et Sophie, 9 ans, qui commence à apprendre le piano. Aux yeux de tous, les Mercier forment une famille équilibrée, sans histoire, ancrée dans une vie ordinaire et prévisible. Pourtant, depuis quelques mois, Claire remarque des changements subtils chez son mari. Julien dort mal. Elle l'entend parfois se lever en pleine nuit, le trouve assis dans le salon, regardant fixement par la fenêtre. Quand elle lui demande ce qui ne va pas, il répond invariablement que c'est le stress du travail, les examens qui approchent, le livre qui avance lentement. Il devient plus distant, moins présent aux repas familiaux. Son regard semble traverser les gens plutôt que les voir vraiment. Au lycée, Mathilde Leclerc, sa collègue professeure de littérature, partage la salle des professeurs avec lui. Elle aussi a remarqué ce changement. Julien, d'ordinaire bavard et enthousiaste lors des discussions sur la pédagogie, est devenu silencieux, renfermé. Un matin de février, elle le trouve dans la salle, le regard perdu, une cigarette éteinte entre les doigts. Il ne fume pas d'habitude. Quand elle s'approche, il sursaute, comme tiré d'un rêve angoissant. « Ça va, Julien ?» demande-t-elle. Il la regarde pendant un long moment, ouvre la bouche comme pour dire quelque chose d'important, puis se ravise. « Oui, oui, juste fatigué. » Mais son visage dit autre chose. Son visage dit qu'il porte un poids invisible, écrasant. Les semaines passent. En mars, la météo à Nantes est typique de la saison. Pluie intermittente, ciel gris, température autour de 10 degrés. L'humidité imprègne tout, ce froid humide de l'Atlantique qui s'infiltre dans les eaux. Le jeudi 14 mars 1992 sera une journée ordinaire qui basculera dans l'extraordinaire. Ce matin-là,
Julien embrasse Claire avant de partir, comme tous les matins. Mais cette fois, il la regarde plus longtemps, comme pour mémoriser son visage. « Je t'aime », dit-il. Claire sourit, un peu surprise par cette intensité inhabituelle. « Je t'aime aussi, bonne journée ». Il emmène Thomas et Sophie à l'école, comme d'habitude. Dans la voiture, il est silencieux. Sophie, assise à l'arrière, remarque que son père la regarde souvent dans le rétroviseur. « Papa, pourquoi tu me regardes comme ça ?» demande-t-elle avec l'innocence de ses 9 ans. Julien sourit, un sourire triste. « Parce que tu es belle, ma chérie, et que je suis fier de toi. » Thomas, 12 ans, commence à percevoir les nuances émotionnelles des adultes. Il sent que quelque chose cloche, mais ne sait pas quoi exactement. Au lycée, Julien assure ses cours normalement. Ses élèves ne remarquent rien de particulier, si ce n'est peut-être une certaine mélancolie dans sa voix quand il parle des soldats de la Grande Guerre, de ces hommes qui savaient qu'ils allaient mourir, mais qui montaient quand même à l'assaut. À 13 heures, il déjeune seul à la cantine. Mathilde essaie de s'asseoir à sa table, mais il prétexte devoir préparer un cours et s'en va rapidement. L'après-midi, il n'a qu'un seul cours, qui se termine à 16 heures. À 16h15, plusieurs témoins le voient quitter le lycée, son cartable sous le bras, marchant vers le parking où sa Peugeot 305 bleue est garée. Il fait un signe de la main à la concierge, qui le lui rend. C'est la dernière fois qu'on verra Julien Mercier vivant. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensera pendant 27 ans. À 17h30, Claire Mercier rentre de son service à l'hôpital. La maison est vide, ce qui est inhabituel. Normalement, Julien est déjà là, préparant le goûter des enfants qui rentrent de l'école vers 17h45. Elle appelle sur le téléphone fixe, mais personne ne répond. Légèrement inquiète, elle se dit qu'il a dû s'arrêter faire des courses ou qu'il est à la bibliothèque et a perdu la notion du temps. Les enfants rentrent. « Papa n'est pas là ?» demande Thomas. Claire force un sourire rassurant. « Il va arriver, ne t'inquiète pas. » Mais au fond d'elle-même, une petite alarme commence à sonner, ce 6e sens que développent les épouses quand quelque chose ne va pas. 18 heures. Toujours rien. Claire appelle le lycée, mais le standard est fermé. Elle appelle Mathilde Leclerc, dont elle a le numéro pour les urgences. « Oui, je l'ai vu partir vers 16h15, confirme Mathilde. Il avait l'air, je ne sais pas, préoccupé, mais il est parti normalement. 19 heures. Claire commence vraiment à s'inquiéter. Ce n'est pas le genre de Julien de ne pas prévenir, de laisser sa famille sans nouvelles. Elle appelle l'hôpital, au cas où il aurait eu un accident et aurait été admis aux urgences. Rien. Elle appelle les quelques amis proches de Julien. Personne ne l'a vu. À 20 heures, elle prend sa décision et appelle la police. L'agent qui répond prend note, mais explique qu'on ne peut pas vraiment parler de disparition inquiétante avant 24 heures. Peut-être qu'il avait besoin de prendre l'air, madame. Ça arrive. Il va sûrement rentrer ce soir. Mais quelque chose dans la voix de Claire, cette certitude absolue qu'il s'est passé quelque chose de grave, pousse l'agent à noter soigneusement tous les détails. Claire ne dort pas de la nuit. Elle reste assise dans le salon, les yeux fixés sur la porte, attendant le bruit de la clé dans la serrure. Ce bruit ne vient pas. Au petit matin, épuisée, elle rappelle la police. Cette fois, son appel est pris au sérieux. On lui envoie 2 agents qui prennent sa déposition complète. Le vendredi 15 mars au matin, l'inspecteur Laurent Fontaine prend en charge l'affaire. C'est un homme de 45 ans, cheveux grisonnants, regard fatigué de quelqu'un qui a vu trop de drames humains. Il arrive chez les Mercier vers 9 heures. Claire a les yeux rouges, les traits tirés. Elle lui montre une photo récente de Julien, un homme aux cheveux châtains, lunettes fines, sourire doux, regard intelligent. « Racontez-moi tout depuis le début », demande Fontaine en sortant son carnet. Claire raconte la journée du jeudi, les derniers mois, les changements qu'elle avait remarqués. « Aviez-vous des problèmes financiers? Des problèmes de couple ?» Claire secoue la tête fermement. « Non, rien de tout ça. On était bien, enfin, je pensais qu'on était bien. » Fontaine note tout méticuleusement. Il interroge ensuite les enfants, avec précaution. Thomas raconte le trajet en voiture du matin, le regard insistant de son père. Sophie, en larmes, répète que papa lui a dit qu'il était fier d'elle, et elle ne comprend pas pourquoi il ne revient pas. L'après-midi, Fontaine se rend au lycée.
Il interroge Mathilde Leclerc dans une salle vide. Comment était-il ces derniers temps? Elle hésite. Différent, comme préoccupé par quelque chose de lourd. Je lui ai demandé plusieurs fois si tout allait bien, mais il me rassurait toujours. Elle marque une pause. Il y a une semaine, je l'ai trouvé dans la salle des archives du lycée, tard le soir. J'étais venu chercher des documents que j'avais oubliés. Il était là, entouré de vieux dossiers, des documents sur la guerre. Il avait l'air effrayé. Oui, c'est le mot, effrayé. Quand il m'a vu, il a refermé les dossiers rapidement, comme s'il ne voulait pas que je voie ce qu'il regardait. Cette information intrigue Fontaine. Quel type de document? Mathilde réfléchit. Je n'ai pas bien vu, mais il y avait des listes de noms, des dates. Ça ressemblait à des archives de la période de l'occupation. Julien faisait des recherches sur la résistance à Nantes. C'était son projet de livre. Le soir même, vendredi 15 mars vers 18h, un appel arrive au commissariat. Un jogger a repéré une Peugeot 305 bleue garée sur un petit chemin de terre près de la Loire, côté île de Nantes, dans un secteur peu fréquenté. La plaque d'immatriculation correspond à celle de Julien Mercier. Fontaine se rend immédiatement sur place avec son équipe. La voiture est là, effectivement, garée à une vingtaine de mètres de la rive du fleuve. Les portières sont déverrouillées. Les clés sont sur le contact. Le cartable de Julien est sur le siège passager avec ses copies d'examen à corriger. Sur le tableau de bord, il y a son portefeuille, contenant ses papiers d'identité, sa carte bancaire, 250 francs en liquide. Rien n'a été volé. La police scientifique examine la voiture. Aucun signe de lutte. Aucune trace de sang. Tout est impeccablement ordonné. Dans le coffre, les techniciens trouvent une couverture pliée, une roue de secours, des outils. Rien d'inhabituel. Sur le siège arrière, un manuel scolaire et un parapluie. Fontaine regarde autour de lui. Le fleuve coule, sombre et imposant. La Loire, à cet endroit, fait environ 200 mètres de large. Le courant est fort en cette période de l'année, avec les pluies de mars qui ont gonflé le débit. C'est un endroit isolé, peu éclairé la nuit. Si quelqu'un voulait disparaître ou mettre fin à ses jours, c'est le genre d'endroit qu'il choisirait. « On drague le fleuve ?» demande un jeune agent. Fontaine hoche la tête. « Oui, contactez les plongeurs. On commence demain matin à la 1e heure. » Les recherches commencent le samedi 16 mars. Des plongeurs de la brigade fluviale explorent la zone pendant 3 jours. Ils ne trouvent rien. Pas de corps, pas de vêtements, rien. Le courant aurait pu emporter un corps loin, très loin, peut-être jusqu'à l'estuaire, à des dizaines de kilomètres, où le corps pourrait être coincé quelque part, retenu par des branches, des débris. La Loire est un fleuve capricieux qui garde parfois ses secrets pendant des années. Pendant ce temps, Fontaine approfondit son enquête. Il vérifie les comptes bancaires de Julien. Aucun retrait inhabituel. La dernière transaction date du jeudi 14 mars à midi. Un sandwich et un café dans une boulangerie près du lycée. Il interroge tous les collègues, tous les amis. Personne ne comprend, personne n'a vu de signes avant-coureurs, si ce n'est cette mélancolie récente que tout le monde avait mise sur le compte de la fatigue. Fontaine épluche le projet de livre de Julien. Il lit ses notes, ses ébauches de chapitres. Tout porte sur la résistance à Nantes, les réseaux clandestins, les sabotages, les déportations. Des histoires douloureuses, certes, mais rien qui explique une disparition. Ou peut-être que Julien, à force de plonger dans ces histoires de guerre, de trahison, de mort, avait fini par sombrer dans une dépression que personne n'avait vu venir. 3 semaines après la disparition, en avril 1992, l'enquête est au point mort. Aucune piste concrète, aucun témoin fiable, aucun corps. Fontaine convoque Claire dans son bureau. Il lui parle avec douceur, mais honnêteté. Madame Mercier, tous les éléments pointent vers un acte volontaire. La voiture près du fleuve, l'absence de traces de violence, son état psychologique ces derniers mois. Je suis désolé. Claire refuse cette conclusion. Non, Julien ne ferait jamais ça. Pas à ses enfants, pas à moi. Il y a autre chose, j'en suis certaine. Fontaine comprend ce refus. C'est une réaction humaine, normale face à l'inacceptable. Mais en tant qu'enquêteur, il doit se baser sur les faits.
et les faits suggèrent un suicide. L'affaire est classée comme disparition inquiétante, avec une forte présomption de suicide. Le dossier reste ouvert, techniquement, mais aucune nouvelle investigation n'est menée. La vie continue, comme elle continue toujours, même après les tragédies. Les premiers mois sont les plus durs. Claire doit expliquer à Thomas et Sophie que leur père ne reviendra probablement pas. Comment expliquer l'inexplicable à des enfants? Thomas, à 12 ans, comprend intellectuellement, mais refuse émotionnellement. Il devient agressif à l'école, se bat avec d'autres élèves, perd tout intérêt pour ses études. Sophie, elle, se replie sur elle-même. Elle arrête le piano. Elle ne parle presque plus. La nuit, elle fait des cauchemars, où elle voit son père se noyer dans des eaux noires. Claire retourne travailler à l'hôpital après 2 mois d'arrêt. Ses collègues sont gentils, compréhensifs, mais elle voit bien la pitié dans leur regard. Elle devient la veuve, même s'il n'y a pas de corps, pas de certificat de décès. Dans les supermarchés, dans la rue, les voisins la regardent différemment. Certains évitent son regard, ne sachant pas quoi dire. D'autres, au contraire, l'arrêtent pour lui poser des questions indiscrètes. Alors, toujours rien? Vous pensez qu'il est parti avec une autre femme? Vous croyez vraiment au suicide? Les années passent. En 1994, 2 ans après la disparition, Claire fait une demande pour faire déclarer Julien absent par le tribunal. C'est une procédure administrative complexe, douloureuse psychologiquement. Elle doit prouver qu'elle a fait tout son possible pour le retrouver, que son absence est inexpliquée. Le juge accepte finalement la demande. Julien Mercier est déclaré absent. Ce n'est pas une déclaration de décès, pas encore, mais c'est un premier pas vers l'acceptation de la réalité. Thomas grandit en portant le poids de l'absence. À 18 ans, en 1998, il quitte Nantes pour étudier à Paris. Il a besoin de partir, de mettre de la distance avec cette ville qui lui rappelle constamment ce jeudi de mars où tout a basculé. Il étudie le droit, devient avocat, se marie, a des enfants, mais il ne revient presque jamais à Nantes. Trop de fantômes. Sophie, elle, reste proche de sa mère. Elle devient psychologue, spécialisée dans l'accompagnement des familles de disparus. Son propre drame l'a menée vers cette vocation. Elle comprend de l'intérieur ce que signifie vivre sans réponse, sans corps à enterrer, sans pouvoir faire son deuil complètement. En 2005, elle épouse Arnaud, un collègue psychologue. Ils s'installent à Nantes, dans le quartier de Procès, pas trop loin de Claire. Claire, elle, ne déménage jamais. Elle reste dans l'appartement de Malakoff, celui où elle a vécu avec Julien. Certains lui disent qu'elle devrait partir, prendre un nouveau départ, mais elle refuse. « Et s'il revient, dit-elle, il faut qu'il sache où nous trouver. » Au fil des ans, cette phrase devient moins une espérance réaliste qu'une formule rituelle, une façon de maintenir un lien ténu avec le disparu. Elle garde la chambre de Julien intacte. Son bureau, avec ses notes de recherche, ses livres sur la résistance, ses stylos rangés méticuleusement, sa garde-robe, avec ses chemises repassées, comme un sanctuaire figé dans le temps. Une fois par an, le 14 mars, anniversaire de la disparition, elle allume une bougie et la pose sur le bureau. C'est sa façon de se souvenir, de ne pas oublier. Mathilde Leclerc, la collègue de Julien, reste en contact avec Claire pendant toutes ces années. Elles se voient 2 ou 3 fois par an, prennent un café, parlent de Julien. Mathilde a pris sa retraite de l'enseignement en 2008, mais elle n'a jamais cessé de penser à son ami disparu. « Je regrette de ne pas avoir insisté davantage », dit-elle souvent à Claire. « J'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai pas creusé. Peut-être que si j'avais été plus attentive… » Claire la rassure toujours. « Ce n'est pas ta faute. Julien a fait ses choix, quels qu'ils soient. Nous ne sommes pas responsables. » L'inspecteur Laurent Fontaine prend sa retraite en 2006, après 35 ans de service. Le dossier Mercier est l'un de ceux qui le hantent encore. Il a résolu des dizaines de cas, élucidé des crimes complexes, mais celui-ci reste une énigme. Parfois, tard le soir, il sort le dossier, relit les témoignages, examine les photos de la voiture près de la Loire. Qu'a-t-il manqué? Y avait-il un détail qu'il n'a pas vu? En 2010, 18 ans après la disparition,
Claire fait une demande au tribunal pour faire déclarer Julien décédé. C'est une décision difficile, mais nécessaire pour des raisons administratives, successorales. Le juge accepte. Officiellement, légalement, Julien Mercier est désormais considéré comme mort. Date présumée du décès, 14 mars 1992. Cause, inconnue. Claire organise une petite cérémonie commémorative à l'église du quartier. Il n'y a pas de cercueil, évidemment, juste une photo de Julien posée sur un pupitre. Thomas et Sophie sont là, avec leurs conjoints et leurs enfants. Mathilde est présente aussi, quelques anciens collègues. Le prêtre dit quelques mots sur l'espérance, sur la foi face au mystère. Claire pleure silencieusement. Elle pleure non seulement pour Julien, mais aussi pour toutes ces années perdues dans l'incertitude, pour sa jeunesse sacrifiée, pour ses enfants qui ont grandi sans père. Après la cérémonie, la vie reprend. C'est ce que fait la vie, obstinément. Elle continue, malgré les douleurs, malgré les absences. Claire continue son travail à l'hôpital, s'occupe de ses petits-enfants, fait ses courses, regarde la télévision le soir. Une vie normale, en apparence. Mais une partie d'elle reste suspendue à ce jeudi de mars 1992, à cette question sans réponse. Pourquoi? Les années 2010 s'écoulent. Nantes change, se modernise. Les vieux entrepôts industriels sont transformés en lofts, en espaces culturels. Le quartier de l'île de Nantes, autrefois zone portuaire délabrée, devient le nouveau cœur créatif de la ville. Les chantiers se multiplient, démolissent l'ancien pour construire le nouveau. C'est dans ce contexte de transformation urbaine qu'une découverte extraordinaire va être faite. Octobre 2019. Le mois est pluvieux, typique de l'automne nantais. Dans le quartier de Doulon, à l'est de Nantes, une entreprise de construction prépare le terrain pour un nouveau projet immobilier. Sur la parcelle se trouve un ancien entrepôt textile, abandonné depuis les années 90. Le bâtiment est dans un état de délabrement avancé, jugé dangereux. La municipalité a autorisé sa démolition. Le lundi 21 octobre, une équipe d'ouvriers commence les travaux. Parmi eux, Karim Benali, 42 ans, contremaître expérimenté. Il supervise la démolition avec attention, vérifiant que toutes les normes de sécurité sont respectées. Vers 11 heures du matin, un de ses ouvriers l'appelle. « Chef, venez voir ça ». Karim se rend dans ce qui était autrefois la cave de l'entrepôt. Avec les années, le plafond s'est partiellement effondré, laissant pénétrer la lumière du jour. Dans un coin, dissimulé derrière des débris, il y a une porte en bois complètement pourrie par l'humidité. L'ouvrier l'a ouverte et a découvert un petit espace, une sorte de placard ou de réduit d'environ 2 mètres sur 2. « Il y a des trucs là-dedans », dit l'ouvrier. Karim s'approche prudemment. Le sol est jonché de détritus, de vieux journaux moisis, de cartons effondrés. Mais dans un coin, protégé par un morceau de bâche en plastique qui a miraculeusement résisté au temps, il y a une boîte en carton. La boîte est marquée d'une croix rouge au feutre. Karim la sort délicatement. Elle est étonnamment intacte, compte tenu de l'environnement hostile. Il l'ouvre. À l'intérieur, enveloppée dans un sac plastique, il y a une cassette audio. Une cassette TDK C90, le type standard des années 90. Sur l'étiquette, écrit à la main d'une écriture soignée, il peut lire « Pour Claire, ne pas ouvrir avant ». « Avant quoi ?» demande l'ouvrier. Karim hausse les épaules. « Aucune idée, mais on ne va pas ouvrir ça ici. Il faut prévenir la police. Ça pourrait être important. » Il a raison. Dans son métier, Karim a déjà trouvé des objets étranges lors de démolitions. Des armes anciennes, des documents compromettants, même une fois une petite somme d'argent cachée dans un mur. Il sait qu'il vaut mieux ne pas y toucher et laisser les autorités s'en occuper. Le mardi 22 octobre, la cassette arrive au commissariat central de Nantes. Elle est confiée au capitaine Sandrine Delorme, 42 ans, responsable de la brigade criminelle. Delorme est une femme méthodique, connue pour son sens du détail et sa ténacité. Quand elle voit la cassette et lit l'étiquette, elle fronce les sourcils. Pour Claire, ne pas ouvrir avant, c'est intriguant, mystérieux.
Mais avant de l'écouter, elle doit déterminer si cette cassette est liée à une affaire criminelle ou s'il s'agit simplement d'un objet personnel oublié. Elle commence par faire analyser la cassette par le laboratoire de la police scientifique. Les techniciens examinent le support physique. L'état de conservation est relativement bon, malgré les années. Le plastique s'est légèrement dégradé, mais la bande magnétique semble intacte. L'étiquette est écrite au stylo bille bleu, encre standard. Aucune empreinte digitale exploitable, l'humidité et le temps ont tout effacé. Le mercredi 23 octobre, le laboratoire donne son feu vert pour l'écoute. Delorme installe un vieux lecteur de cassette dans son bureau. Elle insère la cassette, met ses écouteurs et appuie sur lecture. Pendant quelques secondes, il n'y a que le grésillement caractéristique d'une vieille bande magnétique. Puis, une voix masculine commence à parler. Une voix calme, posée, mais chargée d'émotions contenues. « Claire, si tu écoutes ceci, c'est que quelque chose s'est passé. Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais que je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin que tu saches la vérité, toute la vérité. » Delorme augmente légèrement le volume. La voix continue. « Je m'appelle Julien Mercier. Nous sommes le dimanche 10 mars 1992. Il est 23 heures. Tu dors, les enfants dorment. Je suis seul dans la cave de cet entrepôt abandonné à Doulon. C'est un endroit que j'ai découvert il y a quelques mois, pendant mes recherches. Un endroit où personne ne vient jamais. Je vais laisser cette cassette ici, cachée, avec l'espoir que tu ne la trouveras jamais, mais au cas où... » Delorme interrompt la lecture. Elle reste immobile pendant un long moment, absorbant l'information. Julien Mercier. Ce nom lui dit vaguement quelque chose. Elle se lève, va consulter les archives informatiques, elle tape le nom. Le dossier apparaît immédiatement. Disparition inquiétante. Mars 1992. Présomption de suicide. Dossier classé. Elle lit rapidement le résumé. Professeur disparu, voiture retrouvée près de la Loire, corps jamais retrouvé, épouse. Claire Mercier. Delorme sent son pouls s'accélérer. Cette cassette pourrait être la clé d'une affaire vieille de 27 ans. Elle reprend l'écoute. La voix de Julien Mercier remplit le silence de son bureau. Claire, j'ai découvert quelque chose il y a 6 mois. Quelque chose de terrible que je n'aurais jamais dû découvrir. Tu sais que je faisais des recherches sur la résistance à Nantes pour mon livre. J'interviewais des anciens résistants, je consultais des archives. En juin dernier, un vieil homme m'a contacté. Il avait 82 ans, il était malade, il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il voulait me raconter son histoire avant de mourir. La voix marque une pause. On entend un souffle, comme si Julien essayait de se calmer. Cet homme s'appelait Maurice Gauthier. Pendant la guerre, il faisait partie d'un réseau de résistance à Nantes. Il m'a raconté une opération en 1943 où son groupe a saboté un convoi allemand. Une opération réussie apparemment, mais Maurice m'a révélé quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'était pas dans les livres d'histoire. Delorme se penche en avant, concentré. Maurice m'a dit que pour organiser cette opération, son réseau avait eu besoin d'informations précises sur les horaires et les itinéraires du convoi. Ces informations, ils les ont obtenues grâce à un indicateur. Un Français qui travaillait pour les Allemands et qui, pour une raison inconnue, avait décidé de trahir ses maîtres. La voix de Julien devient plus tendue. Mais après l'opération, cet indicateur a repris son travail pour les Allemands. Il a dénoncé plusieurs résistants qui ont été arrêtés, torturés, déportés. Certains sont morts. Maurice m'a donné le nom de cet indicateur. Il m'a fait jurer de ne jamais le révéler, parce que cet homme a survécu à la guerre, a refait sa vie et est devenu respectable. Mais Maurice ne supportait plus ce secret. Il voulait que quelqu'un d'autre sache avant de mourir. Delorme sent un frisson lui parcourir le dos. Claire, ce nom, c'est celui de mon père, André Mercier. Mon propre père était un collaborateur pendant la guerre. Le silence qui suit est pesant, chargé de tout le poids de cette révélation. Puis la voix reprend, brisée. Je n'ai pas pu le croire au début. Mon père, que j'ai toujours admiré, qui m'a élevé avec des valeurs d'honnêteté et de justice. Comment était-ce possible ? Mais Maurice m'a montré des preuves, des documents qu'il avait gardés, des témoignages d'autres résistants.
Mon père était jeune pendant la guerre. Il travaillait comme administrateur dans une usine réquisitionnée par les Allemands. Il avait accès à des informations et il les vendait. Pour de l'argent, pour sa propre sécurité. La voix de Julien tremble maintenant. Mon père est mort en 1985. Il n'a jamais rien dit. Il a emporté son secret dans la tombe. Mais maintenant, moi je sais. Et je ne sais pas quoi faire de cette connaissance. Si je révèle la vérité, je détruis sa mémoire, je détruis notre nom de famille, j'affecte Thomas et Sophie. Mais si je ne dis rien, je deviens complice du silence, complice de l'oubli des victimes que mon père a contribué à envoyer à la mort. Un long silence, puis un sanglot étouffé. Je n'en peux plus, Claire. Je porte ce poids depuis 6 mois. Je ne dors plus. Je ne peux plus regarder les enfants en face, en sachant que leur grand-père, que je leur ai toujours présenté comme un héros, était en réalité un traître. Je ne peux plus enseigner l'histoire, parler de résistance et de courage, en sachant ce que je sais. La voix devient un murmure. Maurice est mort le 5 mars. Il m'a laissé tous ses documents. Je les ai cachés ici aussi, avec cette cassette. Je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais tout révéler, affronter les conséquences. Peut-être que je vais tout détruire et essayer de vivre avec ce secret. Ou peut-être que je vais simplement partir, disparaître, laisser tout ça derrière moi. Un long silence. Puis, plus doucement, « Claire, je t'aime. J'aime Thomas et Sophie plus que tout. Mais je ne sais plus qui je suis. Je suis le fils d'un collaborateur. Comment puis-je vivre avec ça? Comment puis-je continuer à être un mari, un père, un professeur, en portant ce fardeau? J'enregistre cette cassette au cas où je prendrais la mauvaise décision, pour que tu saches, un jour. Pour que tu comprennes que ce n'était pas ta faute, ni celle des enfants, c'était mon fardeau, ma croix à porter. » La bande magnétique grésille. Puis la voix, une dernière fois. « Pardonne-moi. » La cassette s'arrête. Delorme reste assise, immobile, les écouteurs encore sur les oreilles. Elle vient d'entendre la confession d'un homme qui a disparu 27 ans plus tôt. Un homme qui a découvert un secret de famille, insoutenable, et qui n'a pas su comment vivre avec. Elle retire les écouteurs, réfléchit. Cette cassette change tout. Julien Mercier n'a probablement pas été victime d'un crime. Mais ce n'était peut-être pas non plus un simple suicide. C'était un homme écrasé par le poids de l'histoire, par la culpabilité héritée, par un dilemme moral impossible à résoudre. Delorme doit maintenant prendre une décision difficile. Doit-elle rouvrir officiellement le dossier? Doit-elle contacter Claire Mercier et lui faire écouter cette cassette? Après 27 ans, est-ce une cruauté ou une délivrance de révéler cette vérité? Elle décide qu'elle doit d'abord vérifier l'authenticité de l'histoire racontée sur la cassette. Elle contacte les archives départementales de Loire-Atlantique, demande l'accès au dossier de l'épuration et de la résistance. Elle cherche des traces d'André Mercier. Et elle trouve. André Mercier, né en 1922 à Nantes. Administrateur civil pendant l'occupation. Aucune condamnation après la guerre, aucun dossier d'épuration à son nom. Officiellement un citoyen ordinaire qui a traversé la guerre sans faire de vagues. Mais dans les archives, enterrées profondément, Delorme découvre des rapports de résistants mentionnant un informateur non identifié au sein de l'administration civile. Les dates correspondent, les descriptions correspondent. Elle cherche aussi Maurice Gauthier. Elle trouve sa trace, résistant reconnu, décoré après la guerre, décédé le 5 mars 1992 à Nantes, exactement comme Julien l'avait dit sur la cassette. Tout concorde. L'histoire est vraie. Julien Mercier a effectivement découvert que son père avait collaboré avec l'occupant nazi. Le jeudi 24 octobre, Delorme prend sa décision. Elle doit parler à Claire Mercier. C'est son droit de savoir. Après tant d'années d'incertitude, elle mérite la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Delorme se rend au domicile de Claire Mercier dans le quartier de Malakoff. Elle a préalablement appelé pour s'annoncer, expliquant qu'il y avait du nouveau concernant l'affaire de son mari. Claire, maintenant âgée de 60 ans, a les cheveux grisonnants, le visage marqué par les années, mais toujours ce regard déterminé que Delorme reconnaît dans les vieilles photos du dossier. « Madame Mercier, je suis le capitaine Delorme.
Je suis venu vous parler d'une découverte récente concernant votre mari. Claire l'a fait entrer dans le salon. Rien n'a changé depuis 1992. Les meubles sont les mêmes, légèrement plus usés. Les photos de famille sur les étagères montrent Julien figé dans le temps, éternellement trentenaire. Claire s'assoit, les mains croisées sur ses genoux, le corps tendu. « Vous avez retrouvé son corps ?» demande-t-elle d'une voix blanche. « Non, madame. Mais nous avons retrouvé quelque chose qui pourrait expliquer sa disparition. Une cassette audio qu'il a enregistrée quelques jours avant de disparaître. » Claire écarquille les yeux. « Une cassette? Où l'avez-vous trouvée ?» Delorme explique les circonstances de la découverte. L'entrepôt de Doulon, le réduit caché, la boîte en carton. Claire écoute, incrédule. « Il l'a laissé pour moi ?» L'étiquette dit pour Claire. « Voulez-vous l'écouter ?» Claire hésite. Après 27 ans, entendre la voix de Julien, c'est comme ouvrir une tombe. Mais elle doit savoir. Elle hoche la tête. Delorme a apporté un lecteur de cassette portable. Elle insère la cassette, appuie sur lecture. La voix de Julien remplit le salon. Claire porte immédiatement sa main à sa bouche. Les larmes jaillissent. Cette voix qu'elle n'a pas entendue depuis près de 3 décennies, cette voix qui lui parlait d'amour, qui racontait des histoires aux enfants le soir, qui discutait de politique au petit déjeuner. Elle écoute toute la cassette sans l'interrompre. Quand c'est terminé, elle reste silencieuse pendant un long moment. Puis elle murmure « Son père, André, je ne savais rien de tout ça. »« Vous avez connu André Mercier ?» demande Delorme. « Oui, évidemment, c'était mon beau-père. Il est mort en 1985 d'un cancer. C'était un homme doux, cultivé. Il travaillait comme comptable. Julien l'adorait. Ils passaient des heures ensemble à discuter d'histoire, de politique. » Claire secoue la tête, encore sous le choc. « Julien ne m'a jamais parlé de cette découverte. Il a porté ce poids seul pendant 6 mois, sans rien me dire. Peut-être qu'il voulait vous protéger, suggère Delorme. Ou peut-être qu'il avait honte. Honte de son propre père, honte de son nom de famille. » Claire essuie ses larmes. « Maintenant je comprends. Je comprends pourquoi il ne dormait plus, pourquoi il était si distant. Il se débattait avec ce secret terrible. Madame Mercier, il y a quelque chose d'autre. Julien mentionne sur la cassette qu'il a caché des documents, les preuves que Maurice Gauthier lui a données. Nous avons fouillé le réduit où la cassette a été trouvée, mais nous n'avons rien trouvé d'autre. Ces documents pourraient avoir été déplacés ou détruits par l'humidité. » Claire réfléchit. Julien disait qu'il allait peut-être tout détruire, ou peut-être tout révéler, mais il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a disparu. Que pensez-vous qu'il ait fait? Claire regarde par la fenêtre, vers la ville qui s'étend au dehors. Je pense qu'il est allé à la Loire ce soir-là, avec l'intention de mettre fin à ses jours. Le poids était trop lourd. La culpabilité, la honte héritée, le dilemme moral. Il ne voyait pas d'issue. Delorme hoche lentement la tête. C'est la conclusion la plus logique, la plus triste. Un homme écrasé par l'histoire, par les fautes de son père, qui choisit de disparaître plutôt que d'affronter la vérité. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, continue Claire. Pourquoi cacher la cassette dans cet entrepôt? Pourquoi ne pas la laisser à la maison où j'aurais pu la trouver rapidement? C'est une bonne question. Delorme y réfléchit. Peut-être qu'il ne voulait pas que vous la trouviez immédiatement. Peut-être qu'il espérait que vous ne la trouveriez jamais, sauf si quelque chose se passait et que la vérité devait émerger. Claire hoche la tête, mais elle semble encore troublée. Je veux voir cet endroit, l'entrepôt où il a caché la cassette. Il est en cours de démolition, madame. Il ne reste presque rien. Je veux quand même le voir. Le lendemain, vendredi 25 octobre, Delorme accompagne Claire à Doulon. Le chantier de démolition est arrêté temporairement, le temps que la police termine son enquête. Claire se tient devant les ruines de l'entrepôt, regarde le bâtiment effondré, les murs nus, les débris éparpillés. « Julien est venu ici, » murmure-t-elle, « dans cet endroit abandonné, seul, pour enregistrer sa confession. Comment a-t-il trouvé cet endroit ?» Delorme consulte ses notes. Selon ses recherches sur la résistance, cet entrepôt était utilisé pendant la guerre comme dépôt clandestin par un réseau de résistants.
Julien a dû le découvrir lors de ses investigations. C'est peut-être ce qui lui a donné l'idée de cacher la cassette ici. Claire descend prudemment dans ce qui reste de la cave, accompagnée de Delorme. Le réduit où la boîte a été trouvée est maintenant complètement ouvert, exposé à la lumière. Claire s'agenouille, touche le sol humide, comme pour établir un contact physique avec l'endroit où son mari est venu, désespéré, 27 ans plus tôt. « Il était ici », répète-t-elle. « Il pensait à moi, aux enfants, à son père. Il essayait de trouver une solution. » Delorme la laisse prendre son temps. C'est un moment de deuil retardé, un moment où la fiction du suicide probable devient une réalité tangible. Mais alors que Claire se relève, quelque chose attire son attention. Dans un coin du réduit, partiellement dissimulé sous des gravats, il y a un autre objet, un carnet. Un carnet noir, à spirale, gonflé par l'humidité mais encore intact dans son enveloppe plastique protectrice. « Regardez », dit Claire en le ramassant délicatement. Delorme s'approche. Elle ouvre le carnet avec précaution. Les pages sont humides, certaines sont collées ensemble, mais l'encre est encore lisible. C'est l'écriture de Julien. Des notes, des dates, des réflexions. « C'est son journal », murmure Claire. « Il tenait un journal de ses recherches. » Delorme feuillette rapidement le carnet. Les premières pages datent de juin 1991, début des recherches de Julien sur la résistance. Les dernières entrées sont datées de mars 1992, quelques jours avant la disparition. Elle lit à voix haute une des dernières entrées datée du 12 mars. « Je ne peux plus continuer. Le poids est trop lourd. Chaque fois que je regarde Thomas et Sophie, je vois le sang sur les mains de mon père. Chaque fois que j'enseigne la résistance, je suis un imposteur. Je suis le fils d'un traître. Comment puis-je vivre avec ça? Claire ne sait rien. Elle dort paisiblement, ignorante de l'horreur que je porte en moi. Je dois prendre une décision. Soit je révèle tout et détruis notre famille, soit je pars et les laisse vivre en paix, sans savoir. » Claire pleure ouvertement maintenant. Delorme pose une main réconfortante sur son épaule. « Il voulait vous protéger, » dit-elle doucement. À sa façon tordue, il pensait que disparaître était la meilleure solution. Claire essuie ses larmes avec colère. C'était stupide et égoïste. Il m'a laissé vivre 27 ans dans l'incertitude, sans réponse. Il a privé ses enfants de leur père. Pourquoi? Pour protéger la réputation d'un mort? Delorme ne répond pas. Elle comprend la colère de Claire. C'est une colère légitime, mélangée au chagrin et au soulagement de savoir enfin la vérité. Elle remonte de la cave. Delorme emmène le carnet comme pièce à conviction. De retour au commissariat, elle le fait analyser par le laboratoire. Les techniciens photographient chaque page, transcrivent le contenu. Le journal de Julien devient un témoignage poignant de sa descente dans le désespoir. Le lundi 28 octobre, Delorme convoque Thomas et Sophie Mercier pour leur faire part de la découverte. Thomas arrive de Paris. Sophie vient de son cabinet de psychologue. Ils sont tous deux dans la cinquantaine maintenant, marqués eux aussi par le poids des années et de l'absence. Delorme leur explique la situation, leur fait écouter la cassette. Thomas reste impassible pendant toute l'écoute, le visage fermé. Sophie pleure doucement. Quand c'est terminé, Thomas explose. Grand-père était un collabo, et papa s'est suicidé à cause de ça. C'est ça que vous nous dites? C'est ce que les éléments suggèrent, répond calmement Delorme. Suggèrent? Vous voulez dire que vous n'êtes même pas sûr? Après 27 ans, tout ce que vous nous offrez, ce sont des suggestions? Sophie pose une main apaisante sur le bras de son frère. Thomas, calme-toi. Mais Thomas ne peut pas se calmer. Non, Sophie, toute notre vie nous avons vécu avec cette absence, ce trou béant. Et maintenant, on nous dit que papa nous a abandonnés à cause d'un secret de famille datant de la guerre. C'est insensé. Delorme comprend sa réaction. Monsieur Mercier, je sais que c'est difficile à accepter, mais votre père était dans une situation psychologique extrême. Il a découvert quelque chose qui remettait en question toute son identité, toute sa vision de lui-même. Certaines personnes ne survivent pas à ce genre de révélation. Thomas secoue la tête, se lève, fait les 100 pas dans le bureau. Et maintenant,
Qu'est-ce qu'on fait de cette information? On va révéler au monde entier que notre grand-père était un traître? Détruire sa mémoire, comme papa avait peur de le faire? Sophie réfléchit. Non, je ne pense pas que papa aurait voulu ça. Il a gardé le secret. Il a choisi de disparaître plutôt que de révéler la vérité. Peut-être qu'on devrait respecter ce choix. Respecter son choix? Thomas est incrédule. Son choix nous a détruits, Sophie. Maman a vécu 27 ans dans l'enfer de l'incertitude. Toi et moi, nous avons grandi sans père. Et tu veux respecter son choix? Sophie le regarde avec ses yeux de psychologue, calme et compréhensif. Thomas, papa était malade. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il souffrait d'un trouble qu'il ne pouvait pas surmonter seul. Et à l'époque, en 1992, on ne parlait pas de santé mentale comme aujourd'hui. Il n'avait personne vers qui se tourner. Thomas s'effondre sur sa chaise, vaincu. C'est tellement injuste. Oui, acquiesce Sophie. C'est injuste, mais c'est ce qui s'est passé. Delorme les laisse digérer l'information. Puis elle demande. Que voulez-vous que nous fassions? Techniquement, le dossier peut être refermé avec cette nouvelle information. Nous avons une explication plausible de la disparition. Mais c'est à vous de décider si vous voulez que ces révélations restent confidentielles ou si elles doivent être rendues publiques. Claire, qui est restée silencieuse jusqu'à présent, prend la parole. Je veux que le dossier soit refermé. Je veux qu'on laisse Julien reposer en paix. André aussi. Tout ça appartient au passé. Il n'y a rien à gagner à révéler ses secrets maintenant. Thomas et Sophie acquiescent, même si Thomas le fait avec réticence. Très bien, dit Delorme. Je vais classer le dossier. Les informations resteront dans nos archives, mais elles ne seront pas divulguées publiquement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 jours plus tard, le mercredi 30 octobre, Delorme reçoit un appel inattendu. C'est une femme âgée, Hélène Gauthier, 89 ans. Elle dit être la veuve de Maurice Gauthier, le résistant qui avait révélé la vérité à Julien. « J'ai entendu parler de la découverte de la cassette dans les journaux, dit-elle d'une voix tremblante. Il faut que je vous parle. Il y a des choses que vous devez savoir. » Delorme se rend chez elle, dans une maison de retraite de Nantes. Hélène est une petite femme frêle, aux cheveux blancs, mais son regard est encore vif, perçant. « Maurice m'a tout raconté avant de mourir, commence-t-elle, le secret qu'il portait sur André Mercier. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'a pas dit à Julien Mercier. » Delorme sort son carnet de notes. « Quoi donc ?» Hélène prend une profonde inspiration. André Mercier n'était pas vraiment un collaborateur. Il était un agent double. Le silence qui suit est assourdissant. Delorme reste bouche bée. Quoi? Maurice l'a découvert des années après la guerre par un autre résistant. André Mercier travaillait effectivement pour les Allemands, mais il filtrait les informations qu'il leur donnait. Il donnait juste assez pour maintenir leur confiance, mais jamais rien de vraiment crucial. Et en échange, il obtenait des informations qu'il transmettait à la résistance. C'est comme ça que le réseau de Maurice a eu les horaires du convoi en 1943. Delorme essaie d'assimiler cette information. Pourquoi Maurice n'a-t-il pas dit ça à Julien Mercier? Hélène baisse les yeux. Parce que Maurice avait honte. Après la guerre, André Mercier a été soupçonné de collaboration. Des résistants voulaient le juger. Mais Maurice et quelques autres, qui savaient la vérité sur son rôle d'agent double, ont décidé de ne rien dire. Ils pensaient que c'était trop dangereux, que si la vérité sortait, d'autres agents doubles encore en vie pourraient être exposés et tués par d'anciens nazis cherchant vengeance. Alors, ils ont laissé André Mercier vivre sous l'ombre du soupçon, sacrifiant sa réputation pour protéger d'autres vies. Mais pourquoi Maurice a-t-il ensuite dit à Julien que son père était un collaborateur? Hélène essuie une larme. Maurice était vieux, malade, confus vers la fin. Il se souvenait de l'histoire d'André Mercier, mais il avait oublié les détails. Il se souvenait qu'André avait travaillé pour les Allemands, mais il avait oublié qu'il était un agent double. La maladie lui avait pris cette partie de la mémoire. Quand Julien est venu l'interviewer, Maurice lui a raconté ce dont il se souvenait, croyant rendre service à la vérité historique. Mais il a rendu un terrible mauvais service. Delorme reste sans voix. Cette révélation change tout.
André Mercier n'était pas un traître, il était un héros clandestin. Et Julien est mort en croyant que son père était un monstre, alors qu'en réalité, c'était un homme courageux qui avait risqué sa vie pour la résistance. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt ? Demande Delorme, avec une pointe de reproche dans la voix. J'ai essayé, répond Hélène. Après la mort de Maurice, j'ai essayé de contacter Julien Mercier pour rectifier l'erreur. Mais en mars, quand j'ai finalement réussi à trouver son numéro de téléphone, il avait déjà disparu. Et je ne savais pas s'il fallait que je parle à sa veuve. Qui suis-je pour déterrer des vieux secrets de guerre ? J'ai décidé de me taire, de laisser les morts enterrer les morts. Mais maintenant que la cassette a été découverte, je ne peux plus me taire. Claire Mercier et ses enfants doivent savoir la vérité, toute la vérité. Delorme remercie Hélène et retourne au commissariat. Elle doit maintenant faire face à un dilemme éthique. Doit-elle révéler cette nouvelle information à la famille Mercier ? D'un côté, cela réhabiliterait la mémoire d'André Mercier, montrerait que Julien s'est suicidé à cause d'une erreur tragique. D'un autre côté, est-ce que cela ne rendrait pas sa mort encore plus absurde, encore plus insupportable ? Elle décide qu'elle doit le faire. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge. Le jeudi 31 octobre, elle convoque à nouveau Claire, Thomas et Sophie. Elle leur explique ce qu'Hélène Gauthier lui a révélé. Les trois membres de la famille écoutent, silencieux, alors que Delorme raconte l'histoire d'André Mercier, agent double, héros oublié. Quand elle termine, Claire se met à pleurer. Ce ne sont pas des larmes de tristesse cette fois, mais des larmes de rage, d'absurdité, de gâchis total. « Tu veux dire, dit-elle d'une voix brisée, que Julien est mort pour rien, qu'il s'est torturé pendant 6 mois, qu'il nous a abandonnés, tout ça à cause d'une erreur, à cause de la mémoire défaillante d'un vieil homme. » Sophie prend sa mère dans ses bras. Thomas, lui, se lève et donne un coup de poing dans le mur du bureau, laissant une marque. « Putain !» crie-t-il. « Putain de merde !» Delorme les laisse évacuer leur colère et leur douleur. Elle comprend. C'est l'absurdité ultime, la cruauté du destin, un malentendu historique qui a coûté une vie, détruit une famille. Après un long moment, Claire se calme. Elle essuie ses larmes, respire profondément. Au moins, maintenant, nous savons. Nous savons pourquoi Julien a fait ce qu'il a fait, et nous savons qu'André était un homme bien finalement. Est-ce que ça change quelque chose ? Demande Thomas avec amertume. Papa est toujours mort. Nous avons toujours grandi sans lui. Ça ne change rien à ce qui s'est passé, répond Sophie doucement. Mais ça change notre façon de voir papa. Il n'était pas lâche, il n'était pas égoïste. Il était un homme torturé par une fausse vérité qui a pris la décision qu'il pensait être la meilleure pour nous protéger. C'était une mauvaise décision, mais elle était motivée par l'amour. Thomas hoche lentement la tête, acceptant finalement cette perspective. Claire se tourne vers Delorme. Est-ce qu'on peut avoir la cassette ? Et le journal ? Je veux les garder. Ce sont les dernières paroles de Julien. Elles nous appartiennent. Bien sûr, répond Delorme. Je vais faire établir les documents nécessaires. Les semaines suivantes, la famille Mercier commence le processus de guérison. C'est un processus lent, difficile, mais pour la première fois en 27 ans, ils ont des réponses. Ils savent ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé. Claire organise une seconde cérémonie commémorative en novembre 2019 à l'église du quartier. Cette fois, elle raconte la vraie histoire. Pas les détails sordides, pas le secret de famille, mais l'essentiel. Julien a découvert quelque chose qui l'a brisé psychologiquement, et il a pris la décision tragique de partir. Elle ne mentionne pas la collaboration supposée d'André, mais elle dit que Julien avait fait une découverte historique difficile qui l'avait profondément affecté. Mathilde Leclerc est présente comme lors de la première cérémonie. Après la messe, elle s'approche de Claire. « Je suis tellement désolée, Claire. Si j'avais su, si j'avais insisté davantage... » Claire secoue la tête. « Ce n'est la faute de personne, Mathilde. C'était un concours de circonstances tragiques, une erreur historique qui a eu des conséquences terribles. » Les deux femmes s'étreignent, pleurant ensemble pour l'ami et le mari perdu. Dans les mois qui suivent, Thomas commence une thérapie.
Pour la première fois de sa vie, il parle de son père, de l'absence, de la colère qu'il a portée pendant des décennies. Sa thérapeute l'aide à comprendre que la colère est une réaction normale au deuil, et que même 27 ans après, il a le droit de ressentir ce qu'il ressent. Sophie, elle, utilise cette expérience dans son travail avec les familles de disparus. Elle comprend maintenant, encore plus profondément, ce que signifie vivre dans l'incertitude. Elle peut offrir à ses patients une empathie authentique, née de sa propre expérience. Claire reste dans son appartement de Malakoff. Elle n'a plus besoin de maintenir la chambre de Julien comme un sanctuaire. Elle range ses affaires, donne ses vêtements à une association caritative, garde seulement quelques objets précieux, ses lunettes, sa montre, le carnet de recherche. Et bien sûr, la cassette. Parfois, tard le soir, elle écoute la cassette. Elle entend la voix de Julien, ses explications, ses regrets, son amour. C'est douloureux, mais c'est aussi une forme de présence. Après 27 ans de silence, elle peut à nouveau entendre sa voix. En décembre 2019, Delorme classe officiellement le dossier Mercier. Conclusion. Suicide par noyade, présumé, corps non récupéré. Motif. Détresse psychologique suite à une découverte historique traumatisante. Les détails concernant André Mercier restent confidentiels, protégés par le secret de l'instruction. L'entrepôt de Doulon est complètement démoli. À sa place, on construit un nouvel immeuble résidentiel. La vie continue, la ville change, le temps avance. Mais pour la famille Mercier, cet endroit restera toujours spécial. C'est là que Julien a caché sa dernière confession, son ultime message à ceux qu'il aimait. 1 an après la découverte, en octobre 2020, Claire retourne sur les lieux. L'immeuble est maintenant terminé, moderne, élégant. Elle se tient devant, regarde les fenêtres, les balcons, les nouvelles vies qui commencent ici, ignorante de l'histoire qui s'est déroulée dans le sol sous leurs pieds. Elle ferme les yeux, respire profondément. « Au revoir, Julien », murmure-t-elle. « Repose en paix. Nous savons maintenant, et nous comprenons. » Elle rouvre les yeux, se retourne et marche vers l'avenir. Derrière elle, le passé reste enfin à sa place, dans le passé. Ce cas nous montre comment les secrets du passé, même ceux qui semblent enterrés pour toujours, peuvent ressurgir et bouleverser des vies des décennies plus tard. Il nous rappelle aussi la fragilité de la mémoire humaine et les conséquences tragiques que peuvent avoir les malentendus historiques. Julien Mercier a payé le prix ultime pour une erreur qui n'était pas la sienne, une injustice dont il ne se savait même pas victime. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous agi différemment à la place de Julien? Ou de Maurice? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres affaires similaires. Laissez un like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui apprécie les mystères historiques. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.